Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et nous sommes de nouveau avec Richard Dessez, qui nous présente cette BD, une aventure classique de Tanguy Laverdure. Vous allez nous expliquer quelle est la spécificité de cette sorte d'aventure classique de Tanguy Laverdure. C'est le tome 5 aux éditions d'Argo. Alors, quelle est cette BD? Ça reprend le style des années 60-70. En fait, il y a Tanguy Laverdure qui sont créés dans les années 60, au tout début des années 60. Si je m'abuse, je crois que la première aventure doit paraître en 1959 dans Pilote, je crois. Et les premiers albums suivent un ou 2 ans plus tard. Et donc, Charlier est d'abord Uderzo, puis ensuite JG, et enfin d'autres auteurs, puisque maintenant il y a une 50aine d'albums Tanguy Laverdure qui existent, sont en train de raconter les histoires de 2 pilotes de l'armée de l'air française. Et aujourd'hui, les éditions d'Argo ont eu la bonne idée de lancer ce qu'ils appellent une aventure classique, c'est-à-dire on reprend le style des couvertures, du dessin et des scénarios de Charlier avec les matériels de l'époque. C'est-à-dire cette aventure-là se situe en 1960. Et vraiment, c'est un bonheur absolu parce que le dessin est complètement uderzien et l'humour que Patrice Buendia met dans la manipulation du personnage de Laverdure, le rythme qu'il donne aux aventures, c'est véritablement celui de Charlier. On se retrouve avec non pas une parodie, non pas un hommage, mais vraiment une vraie continuité. C'est vraiment une reprise remarquable et je trouve très amusant que les auteurs aient décidé de faire comme si le reste des aventures n'avait pas existé d'une certaine manière, puisque maintenant Tanguy Laverdure vole évidemment sur des rafales, se battent contre les Russes. Enfin, et d'ailleurs Patrice Buendia a signé un des albums des aventures où voilà, tout se passe au moment du conflit russo-ukrainien. Et donc il est parfaitement au fait, si j'ose dire, de ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les avions de l'époque. Mais là, on est replongé dans les années 60 et le scénario est absolument délicieux. Et vraiment, ce qui m'a le plus plu, c'était quand même la manière dont Buendia et son complice, le dessinateur Durand, ont imaginé des personnages qui sont complètement à la Audiard. Alors, non seulement on a le bonheur de personnages bien campés, c'est très bien dessiné. Une fois plus, Laverdure est un clone du Laverdure d'Uderzo. Mais voilà, c'est un hommage et c'est pas non plus une servilité. Et là, on a « Non, messieurs, je ne veux pas vendre ma ferme. Non, messieurs, même pour un bon prix. Et si vous êtes des huissiers avec mes copains, on va vous causer avec du gros sel du genre qui réchauffe les miches. » Donc, et on sent que Patrice Buendia, exactement, se délecte à imaginer des aventures avec le ton de l'époque. Là, on se retrouve, par exemple, avec Laverdure, dont évidemment l'avion a été saboté, qui est en train de filer droit vers la Russie à l'époque du rideau de fer. Donc, il file avant la Russie, il file vers l'URSS. Et là, il s'apprête à franchir l'espace aérien de la RDA, donc vraiment, tout le monde tremble. Magnifique explosion dessinée par Durand. C'est pas si simple que ça de dessiner les explosions. C'est un peu comme tous ceux qui dessinent Superman en train de voler. Donc, on est obligé de dessiner la case qui a déjà été dessinée à peu près 100 millions de fois. Et la même chose pour les explosions d'avion. Là, vous êtes content des explosions. C'est important les pour vous, explosions sont très bien dessinées. C'est un peu comme les chroniqueurs de jeux vidéo qui vous expliquent. Là, vraiment, on a bien rendu la poussière. Là, une bonne bande dessinée d'aviation, c'est quand l'explosion est réussie. Et là, le kaboom ratatatak de la page 24 est un petit chef-d'œuvre du genre. Et voilà le camarade Laverdure qui s'échoue en Bavière. Et comme par hasard, il y a 2 Bavaroises qui débarquent, blondes avec des nattes et des tabliers brodés, et qui lui demandent de quoi il a besoin. Et, ça ressemble à un rêve. Voilà. Il a besoin qu'on l'aime, tout simplement. Et on se retrouve avec des scènes d'action au sol aussi, puisque le principe des aventures de Tanguy Laverdure, c'est qu'il y a une espèce d'enquête policière à côté des aventures aéronautiques. Et ce que j'aime beaucoup dans la bande dessinée contemporaine, c'est la manière dont on sent que toutes les leçons du cinéma d'action ont été digérées par la plupart des dessinateurs. Et là, par exemple, vous avez une scène où on est en caméra subjective, c'est-à-dire que là, on voit ce que voit le héros, et en l'occurrence, donc les méchants tirent directement vers la caméra, autrement dit, tirent vers le spectateur, le lecteur.
là aussi, c'est quelque chose d'assez efficace d'un point de vue narratif, de tout à fait réussi pour ce qui est du dessin. Voilà. Et il y a un personnage dont on espère qu'il va revenir souvent dans les aventures classiques de Tanguy et la Verdure. Il reviendra évidemment au moins dans le 2e tome, puisque à chaque fois, ce sont des diptyques. Et c'est un commissaire dont j'oublie complètement le nom, mais qui est vraiment très bien et qui enquête évidemment dans le bar La Petite Vitesse. Et au moment où le patron, qui est moustachu, lui dit « Je vais vous offrir votre café », il répond « C'est à votre tour de m'insulter, vous me prenez pour un politicien ». Voilà, c'est vraiment très bon esprit. Un côté un peu réac, en fait. Mais oui, mais pas trop, en fait, parce qu'on Oui, dit comme ça... Mais voilà, donc c'est fin. Mais trop pour l'époque. Aujourd'hui, aujourd'hui, ce qui est admirable, c'est qu'on perçoit toute l'ironie de la chose, et avec évidemment la naïveté propre au genre, mais une naïveté extrêmement maîtrisée par le scénariste et magnifiquement servie par le dessin du. Je m'enthousiasme, mais il y a tellement de reprises qui sont médiocres. Oui. Là, je veux dire, c'est dynamique, c'est intelligent, on est à l'intérieur du canon Tanguy et la Verdure, et il n'y a pas un brin, si j'ose dire, de pollution de 2022 à l'intérieur de cette aventure menée en 1960. Je le dis parce que Buendia, dans l'album qui est paru là, où Tanguy et la Verdure luttent contre ce qui apparaît d'abord comme étant des objets volants non identifiés, commence par casser la figure à des militants d'extrême droite homophobes. Donc, autrement dit, Buendia est parfaitement capable de saisir l'époque et de la retranscrire dans ses bandes dessinées. Mais justement, il ne se trompe pas. Il ne fait pas de Tanguy et la Verdure en 1960 des parangons du wokisme. Voilà, donc ça, Tanguy et la Verdure, dans les aventures qui se mènent en 2022, sont évidemment dans... le flux dominant de l'époque. Parce que c'est vrai, quand Charlier imagine deux officiers de l'armée française, il les fait à l'époque, au moment où il les écrit, évidemment patriotes, et patriotes sans arrière-pensée. Les méchants sont soit des Américains, soit des Russes. Voilà, il y a toujours des intermédiaires comme louches qui viennent du Moyen-Orient. On est à l'intérieur de l'époque. Voilà. Et donc Buendia, lui, se glisse dans l'époque et il n'essaye pas de faire dire autre chose. Il y a pas, on n'essaye pas de nous expliquer que Michel Montaigne était pour le transgenre. Voilà, là, Tanguy et la Verdure se contentent de se taper violemment avec l'aide d'officiers canadiens contre des Coréens à qui un Canadien félon a volé une somme d'or incroyable. Les Coréens qui à l'époque étaient communistes, donc ce qui est assez agréable. Donc il y a 2 ou 3 communistes qui gravitent dans l'album, dont un ouvrier saboteur qui est communiste. Donc voilà, au moins on explique à quoi servait le communisme à l'époque en France. Ça servait à saboter les avions français, monsieur. Donc c'est anticommuniste, c'est nostalgique, donc c'est pour nos auditeurs. Et puis c'est aussi pour les enfants. Enfin, quand vous avez 10 ans, vous pouvez lire ça complètement. C'est parfait. Oui, voilà, parce qu'évidemment, les 2 Bavaroises, la Verdure se contente de leur sourire. Voilà, donc, c'est parfait. Et c'est un peu le Top Gun français. Alors, je ne l'aurais pas dit comme ça, mais vous avez parfaitement raison. On a du Top Gun à la française. Ouais. Et avec d'ailleurs des acrobaties qui sont exactement celles que Tom Cruise mène plutôt, non pas dans la série Top Gun, mais dans la série Mission Impossible. Oui, on a des belles explosions surtout. Et donc, la deuxième BD qui s'intitule Les Murailles Invisibles. Les Murailles Invisibles, aux éditions d'Argo aussi. Alors, ça, c'est une bande dessinée qui n'a rigoureusement rien à voir. Et qui m'enthousiasme. Il faut que regardez la couverture. On voit qu'il y a 2 zones. Il y a une zone avec un passage clouté et quelqu'un qui vient de mourir. Et il y a une autre zone qui est contiguë à la première et où le cadavre est non pas tout frais, mais au contraire tout vieux. Et parce que il se passe quelque chose, et ça arrive dès le début de l'album, brusquement, un jour, dans le monde entier, des murailles invisibles s'érigent et donc fractionnent le monde en plusieurs zones absolument infranchissables. Et d'ailleurs, voilà, il y a un avion qui décolle et manque de peau. Évidemment, il ne voit pas la muraille invisible, mais il s'explose. Belle explosion. On voit bien d'ailleurs qu'il y a une explosion qui est, verticale. C'est-à-dire, on se retrouve avec quelque chose qui ne peut exister dans 2 endroits simultanément. Et donc, cette muraille invisible arrête tout. Et surtout, elle change le cours du temps. Et ça, c'est vraiment l'idée excellente de l'album. C'est-à-dire, je me retrouve dans une zone où le temps, je suis en 2022. Très bien, 3 mois plus tard, je suis en 2022 plus 3 mois. Mais la zone qui est de l'autre côté, c'est 2022 plus 300 ans. Ou 2022 plus 1000 ans.
Et donc, on a une Terre qui est absolument fragmentée. Et comment font les gens pour vivre ? Et évidemment, ce qui est intéressant, c'est qu'on suit un héros qui, lui, est de 2022 ou de 2023. Je dis 2022 depuis tout à l'heure, mais en fait, on est en 2023. Nous sommes dans 2023, Richard. Voilà. Et on se retrouve avec, par exemple, voilà, cette magnifique case où on est à Paris. Et Paris, visiblement, c'est 300 ans plus tard. Ou 400 ans, ou 500 ans, on ne sait pas. C'est un Paris... absolument envahi par la jungle. C'est un Paris où les singes des différents musées ont muté et sont devenus des espèces de dominidés évidemment vindicatifs. C'est un Paris remarquable avec alors les scènes, il y a 2 ou 3 scènes qui sont quand même assez violentes. J'ai beaucoup aimé la place d'Enfer Rochereau, voilà, avec le lion de Belfort. Il y a moins de monde. Les couleurs sont un peu éteintes. Le papier est un papier mat. C'est très intelligent comme manière de faire. Et on a un scénario qui fait penser au roman de science-fiction de Alain Damiazo. Mais alors sans le verbiage de Damiazo et sans son côté de gauche absolument exaspérant. Ici, c'est un album qui est à peu près apolitique. Et ce qui était très rassurant, être apolitique, c'est déjà être à droite, si j'ose dire. Alors, je ne sais pas évidemment ce qu'en penseraient Alex Chauvel et Ludovic Rio. Ludovic Rio dessine magnifiquement. Alex Chauvel, c'est un très très bon scénariste. Là, c'est un gros album, 90 pages. Il y aura un 2e tome dans lequel on espère, la résolution de l'histoire. Mais vraiment, ces Murailles Invisibles sont un album remarquable. C'est intelligent, ça renouvelle le genre post-apocalyptique. C'est très bien dessiné. Les personnages sont attachants et il y a pas et on a évidemment on suit comme dans La Horde du Hurlevent, si je ne m'abuse, ou du Contrevent, pardon. Chez Damiazo, on suit une équipe évidemment où les personnages sont plus ou moins caractérisés, mais il y a ce héros Lino qui lui est notre contemporain de 2022-2023 et qui nous guide. C'est assez enthousiasmant. Donc une BD plutôt de science-fiction, Les Murailles Invisibles, tome 1 aux éditions d'Argo, et puis une aventure classique de Tanguy et la Verdure, le tome 5 qui s'intitule Le mystère du sabre jaune. Le mystère du sabre jaune aux éditions d'Argo aussi. Merci beaucoup Richard Dessèze. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.